Bonjour, Denis Napalu, francetransactions.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique, c'est le crédit immobilier. Et oui, tout le monde en parle, beaucoup aimeraient pouvoir en souscrire, mais là, l'histoire se complique en 2023. Alors, on raconte un peu tout et n'importe quoi sur cette thématique, on mélange un peu tout, le profit des banques, les taux d'usure, la hausse des taux, les taux de la BCE. Alors, je ne vais pas faire une grande présentation sur comment fonctionnent les taux d'intérêt, etc., parce que ça va endormir tout le monde. Et moi-même, je risque de me planter très lourdement. Par contre, je vais aborder la hausse de taux, le taux d'usure, la révision du calcul mensuel qui a été faite récemment, la polémique autour des courtiers, et puis le profit des banques. Et je ferai des séries de vidéos sur les crédits immobiliers, plus spécifiques par exemple pour les primo-accédants, comment obtenir un crédit immobilier sans se mettre une corde autour du cou pour les 25 prochaines années. Surtout ne pas se précipiter, et en fait souvent les jeunes actifs ont tendance à partir à bille en tête le plus vite possible, et c'est bon, une erreur de débutant, mais c'est normal quand on ne sait pas. Donc voilà, allez, un petit générique et on se retrouve juste après. Bon, alors tout d'abord, ces fameux taux des crédits immobiliers. Bon, puisque maintenant, nous sommes tous des économistes en puissance, hein, n'importe qui peut être économiste. On a vu les économistes du passé comme ils se sont plantés sur les multiples prévisions. Et finalement, nous, en tant que simples citoyens, on n'a pas plus faux dans nos anticipations. Tout ce qu'on sait là, c'est qu'en 2023, ça va continuer de grimper. Il ne faut pas se leurrer, l'inflation, on la subit tous les jours, vous êtes bien au courant de la hausse des prix. On sait que les banques centrales jouent à augmenter encore les taux d'intérêt et n'arrêtent pas de dire qu'elles vont continuer à le faire, parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment. Donc, après des années de taux d'intérêt au ras des pâquerettes, les taux d'intérêt vont continuer de grimper. Est-ce que c'est un vrai souci? Non, puisque pour les plus anciens d'entre vous, dont je fais partie, il nous est arrivé d'emprunter des crédits immobiliers avec des taux de 5 ou 5,5, 6%. C'est pas la fin de petit cheval. En revanche, c'est sûr que les prix de l'immobilier étaient beaucoup plus bas et que là, la bulle immobilière de ces dernières années avec ces taux au ras des pâquerettes est un problème supplémentaire. C'est pas le problème du crédit immobilier, c'est le problème de l'immobilier, dont les prix sont bien trop élevés par rapport à leur valeur. D'ailleurs, on fera sans doute une petite piqûre de rappel entre la différence entre le prix et la valeur, puisque lors de mes années d'expérience de CGP, j'ai pu constater que les gens mélangent outrageusement les deux, et un peu comme tout le monde en fait, hein, c'est le problème des sociétés de consommation. On ne sait plus vraiment faire la différence entre le prix et la valeur. Mais bon, c'est pas le sujet. Allez, donc taux d'intérêt attendu en hausse en 2023, ça c'est vraiment pas une surprise. Les taux grimpent vite, hein, on prend 20 à 30 points de base, donc en fait ça fait 0,20 ou 0,30% par mois en plus qui se rajoute. Bon, ça commence à faire pas mal. Là, on va franchir les 3,50. Donc moi, je parle toujours taux crédit immobilier en TAEG, donc taux complet. C'est celui qu'on paye vraiment. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de suivre les évolutions, les statistiques qui sont publiées par la Banque de France, etc. Ce sont des taux hors assurance, mais ça, on s'en fout. Enfin, entre guillemets, personne ne prend des taux sans assurance. Donc, ils ne peuvent pas publier les taux avec assurance, puisque ça dépend de l'état de santé de la personne, etc. etc. Bon, moi, je pars de taux complet. Et donc là, on va taper du 3,50. Voilà. Ça nous fait arriver sur les taux d'usure. Seuil de l'usure, donc là, il y a eu toute une polémique sur le sujet. Les courtiers sont montés, les courtiers en crédit immobilier, dans le business, en fait, c'est tout simplement de transmettre des demandes de crédit immobilier auprès de banques, et puis de toucher une commission à chaque fois qu'ils arrivent à faire signer un client. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Français utilisent assez peu les courtiers. Hein, on n'est pas dans les marchés anglo-saxons. Ici, en France, c'est 40% à peu près.
des Français qui font appel à un courtier pour tenter de dénicher un taux de crédit immobilier sympathique. Sachant que parmi tous ces contacts, quand même la moitié des contacts vont finir par souscrire en direct auprès de leur banque. D'accord? Donc le courtier est quand même souvent utilisé comme un faire-valoir. C'est-à-dire que je fais une première demande à ma banque historique, hein, j'ai mon compte courant depuis 10 ans chez eux, et je connais 8 générations de chargés de compte, parce que vous avez remarqué que chez les banques, on nous change les chargés de clientèle tous les 4 matins, c'est quand même assez incroyable, mais bon, c'est comme ça. Et puis, donc, je fais ma demande de crédit immobilier, et puis on me dit, oula, ça va être compliqué, machin, tout ça. Toc, je vous pose un taux, voilà, 3,20% pour vous, monsieur, et vous êtes un bon client, et voilà, il vous gratte dans le dos, etc. Donc, vous dites, ah, 3,20 quand même, c'est pas donné, hein, je regarde sur Internet, je vois les sites de courtiers qui font leur pub, le meilleur taux, hein, entre guillemets, c'est pas forcément le meilleur du marché, évidemment, c'est de la pub. Et c'est un nom de marque, hein. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'espace entre meilleur et taux, hein. C'est une astuce juridique. Et donc, voilà, bon, je vais passer par un courtier pour voir s'ils peuvent me trouver moins cher. Et en général, ils vont arriver à vous dénicher un petit truc plus favorable, puisque ils vont jouer sur l'assurance emprunteur, ils vont prendre une assurance emprunteur pas auprès de la banque directement, ou ils vont arriver à vous gratter 10 ou 20 points de base auprès d'une banque concurrente. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça sera toujours à vous de voir. Toujours est-il que la moitié des gens finissent quand même auprès de leur banque, et même souvent maintenant avec une délégation d'assurance emprunteur, donc ce qui permet là, de faire de substantielles économies. Hein, c'est le point vraiment à voir. Si vous êtes entre guillemets un bon client pour votre banque, il n'y a absolument aucune raison qu'elle ne vous donne pas un crédit immobilier à un taux satisfaisant. Si elle vous propose un taux, on va dire moyen, enfin qui ne vous plaît pas assez rapidement, c'est que vous n'êtes pas jugé comme étant un bon client et vous pouvez changer. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que le changement de banque, hein, dans 30% des cas, est lié à la souscription d'un crédit immobilier. Donc on change souvent de banque en France pour obtenir un crédit immobilier. Alors que dans le reste du temps, on change très très peu souvent de banque en France. On est très très fidèle, puisqu'on a peut-être, on va dire, cette historique de croire qu'en maintenant une relation fidèle avec un chargé de clientèle, etc., un directeur d'agence, ça peut aider. Et bon, en fait, on reste dans le domaine de la croyance. Sauf si on est en banque privée, là, effectivement, c'est un autre sujet. Hein, mais moi, je parle du monsieur tout le monde comme habillé en pull rouge avec une étiquette au scotch qui met sur la marque. Voilà, mec normal, quoi. Touche pas, d'ailleurs. Donc, voilà, ça c'est fait. Sujet suivant. Ah, on papote, et la nuit tombe. Hein, donc, du coup, tu es obligé de mettre un peu de lumière. Bon, alors les taux d'usure. On en a fait tout un pataquès, et c'est pourtant très simple. C'est une mesure qui vise à protéger les emprunteurs. Alors, on me dit souvent, bah oui, mais c'est ridicule ce truc, puisqu'on emprunte à taux fixe, donc il n'y a pas vraiment que les taux grimpent, etc. Il n'y a pas de risque. Bah si, il y a un risque. Le risque, vous le voyez bien le risque. Vous empruntez, vous endettez à hauteur de 35% de votre capacité. Très bien. Donc la banque, par exemple, vous laisse passer. Allez-y, monsieur. Vous en prenez pour 25 ans, et les prix augmentent. Les prix augmentent. Donc finalement, votre reste à vivre ne fait que diminuer. Certes, votre mensualité, elle ne va pas grimper, elle est fixe. Mais les impôts vont grimper, votre taxe foncière va exploser, votre logement, il y aura des travaux à faire, votre famille va s'agrandir, et finalement, vous allez vous retrouver potentiellement surendetté. Vous tombez malade, une maladie chronique, etc. Enfin bon, voilà, il y a plein. La liste des accidents, hein, voilà, un accident de la vie, une séparation, machin, et bim, on est surendetté. D'ailleurs, une vidéo là-dessus. Parce que sur le surendettement, en fait, il arrive. C'est pas la majorité des cas, mais c'est le deuxième cas, hein, c'est lors d'une séparation souvent. D'accord ? Un couple se sépare, ils ont emprunté ensemble, ils se séparent.
Et ben, après, on se retrouve vite en surendettement, puisque du coup, si on est seul, on passe d'une mutualisation des frais de vie à des frais en pleine poire, c'est le cas de dire. Donc, voilà, mais c'est bon, c'est pas le sujet. Donc, les courtiers en crédit immobilier ont fait tout un pataquès en disant ouais, on peut plus vivre, nous, on n'arrive plus à fourguer du crédit immobilier, les taux d'usure sont trop bas, les banques nous coincent tous les dossiers. En fait, les banques ne coincent pas tous les dossiers, ne laissent pas passer les dossiers qui sont à risque. Point barre. Je veux emprunter 250 000 euros et je me pointe à la banque avec un apport de 20 000. Même si je gagne 3 000 euros par mois, on va pas me laisser passer. On va me dire non mais vous rigolez ou quoi, un apport, ça c'était valable il y a 10 ans ce truc. Vous avez vu les prix de l'immobilier là? Vous allez acheter votre 40 mètres carrés à 250 000 balles. Et monsieur, en 2023, si les prix de l'immobilier font moins 10, vous allez vous retrouver à rembourser un truc qui aura perdu 25 000 euros de votre de capital en fait. Hein. Vous allez rembourser quelque chose dont la valeur, le prix, pardon, la valeur, dont le prix est inférieur au capital que vous avez emprunté. C'est simple à comprendre. Le risque, il est là. Il n'est pas sur la mensualité qui reste fixe. Donc c'est ce risque que mesurent les banques. Et en 2023, franchement, le risque, il n'est pas neutre. Puisqu'on est sur une bulle depuis de nombreuses années en France. Alors, moi je dis une bulle, d'autres vont dire non, c'est pas une bulle, machin, blabla. Quand le prix dépasse largement la valeur de quelque chose, c'est une formation d'une bulle, la définition. Or, ça fait très très longtemps. Moi, je suis en maison individuelle, ma maison, elle cote 650 000 euros. Je peux vous certifier qu'elle ne vaut pas 650 000 euros. Ce n'est pas la valeur de la maison, c'est son prix de marché. Elle vaut sans doute la moitié. C'est vraiment une bulle immobilière. Point barre. Si il fallait compter le prix des matériaux, même après l'inflation, le coût de la main-d'œuvre et tout, ça reviendrait à 350 000 balles de construire une telle baraque. Bon. Alors il faut arrêter, c'est une bulle immobilière, et ça fait un moment qu'on y est. Et donc c'est pour ça que potentiellement ça peut faire mal si ça se dégonfle. Si ça se dégonfle pas, enfin ça fait, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs, depuis les années 2000 hein, qu'on est là-dedans. Donc comme c'est pas d'aujourd'hui, ça peut durer encore autant. Hein. Enfin voilà, il faut être juste conscient des risques, c'est tout. Voilà. Donc pour en finir avec ces taux d'usure, sous la pression des courtiers immobiliers qui voyaient leurs revenus chuter drastiquement, la Banque de France a cédé à leur, comment dire, alors c'est pas complètement, mais a cédé à leur demande en disant bon bah ok, taux d'usure revu tous les trimestres, c'est trop long pour vous, on va revoir tous les mois. Ce qui change rien, évidemment, mais bon, les courtiers sont contents parce qu'ils peuvent faire passer des dossiers mois par mois. Côté client, c'est-à-dire nous, emprunteurs, ça va rien changer, on va se prendre les hausses de taux, mais au lieu de les prendre une grosse marche par trimestre, on se prend des petites marches tous les mois. Donc ça change rien, et puis au bout de 6 mois, on va s'apercevoir que bah non, finalement, le problème, évidemment, c'était pas ça, et qu'on va retrouver autre chose. Soit on modifie la règle du taux d'usure, et on va créer des surendettés à venir, soit on reste comme ça et on assume et on dit bon, bah, vous revenez quand vous aurez plus d'apports et vous verrez, la banque va vous proposer un taux inférieur et ça passera sous le seuil de l'usure. Si vous avez plus d'apports, le risque est moindre et donc ça passera. La problématique, c'est pas le taux d'usure, c'est un argument utilisé par la banque pour dire poliment non. Mais voilà, elle va pas vous dire non frontalement, elle va juste vous mettre un taux au-delà du seuil en disant bah regardez, c'est pas moi qui dis non, c'est la Banque de France. Hein. Vous dépassez le seuil de l'usure. Mais vous pouvez lui dire à votre banque bah prêtez-moi à 2,50 alors. Elle vous dira non. C'est une question de gestion des risques. Voilà. Donc le seuil de l'usure, pour moi, n'est pas un problème. Et vous pouvez me haïr, tout ce que vous voulez. Ça n'y changera rien. Je ne cherche pas à vous convertir, je donne juste mon avis. Voilà. Donc la politique, oui, ça en est de la politique en plus, mais là c'était la polémique des courtiers. Donc là ils sont, on va dire, à moitié satisfaits. Bon, il y a un peu de volume d'affaires. Ils crèvent pas de faim non plus. Hein, et puis
comment dire, la majorité des courtiers maintenant font du placement à côté, donc ils multiplient les casquettes et tout va bien, quoi. Alors le dernier sujet, c'est les profits des banques. Alors là encore, je risque de choquer quelque peu, mais pour moi, j'hallucine quand j'entends, même sur des radios, à vocation financière, hein, on commence par B, ou dire que les taux d'intérêt qui montent, c'est favorable aux banques. Alors on voit bien que c'est n'importe quoi. Enfin, oui, non. D'accord, tout n'est pas faux. Par contre, au niveau des crédits immobiliers, c'est une vraie connerie de dire ça. Pourquoi? Vous le voyez, le volume des crédits immobiliers octroyés a chuté de 42% au mois de décembre, avec la hausse des taux d'usure, machin, on en a parlé. Donc, quand on fait 42% de volume en moins, vous n'allez pas me dire que c'est la banque qui multiplie les profits. Non. Ensuite, il faut bien savoir que les encours de crédit immobilier des banques, il est de l'ordre, donc je vous mettrai un slide, il est de l'ordre de 1000, pas dire de conneries, pas trop de conneries, parce que des conneries j'en dis, mais essayez de pas trop en dire, voilà, 1281 milliards d'euros. Ça c'est fin à décembre, d'accord? Donc l'encours, les remboursements de tous les crédits immobiliers en cours, c'est 1281 milliards. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que tout cet argent-là, la banque en a créé. D'accord? Ce n'est pas l'argent des banques direct. Une banque, quand elle a 1 euro, elle peut le prêter plusieurs fois. Elle crée temporairement de la monnaie. Là, le Crédit Agricole, quand il vous prête 1 euro, il va le prêter à votre voisin aussi. C'est le même euro. Il vous prête plusieurs fois, jusqu'à 12 fois. Donc quand les taux d'intérêt étaient très bas, quand la banque vous prêtait à 1%, les médias ne disaient pas « Oh là là, mais les banques, mais elles perdent de l'argent du coup, parce que 1%, et puis comment elles font pour gagner de l'argent? 1% c'est la commission du courtier, donc elles ne gagnent pas d'argent. Hein? En fait, si, parce que quand elles prêtent à 12 fois le taux, donc elles prêtent à 12%. 12 fois 1%. D'accord? Donc c'est pas exact, c'est pas 12%, c'est faut dire ça, parce que le risque se multiplie, puisqu'elle prête à 12 personnes différentes, et donc sur les 12, il y aura un vilain canard, il y aura des soucis de retard, etc. Donc il y a un coût du risque. Mais globalement, c'est ça. Donc, quand les taux montent, la marge que prennent les banques, elle n'augmente pas. Demandez au directeur d'agence de votre agence s'ils font plus de marge sur les taux. Vous verrez que non, puisque la banque se refinance. Et tout est lié en matière de finance. Donc c'est pas parce que la banque vous propose 3,5 que ces enfoirés de banquiers ils se mettent 2,50 dans la poche de marge. C'est faux, leur marge elle est quasiment constante. J'avais le témoignage d'un directeur d'agence bancaire qui disait que lui aussi, on était d'accord, du coup, ça arrive assez rarement. Mais il était sidéré d'entendre toujours ça sur les radios, le journal télé, que la marge des banques augmente avec la hausse des taux d'intérêt. Non, c'est faux, la marge elle est quasiment fixe. C'est simplement un effet de volume. Quand les taux sont bas, en fait, les banques octroient beaucoup plus de crédit immobilier, puisque tout le monde en veut. Et puis quand les taux montent, on le voit bien, hein, les volumes des crédits octroyés chutent. Et les banques, le taux est plus élevé, mais bon, comme elles achètent, hein, un banquier, c'est acheter et vendre de l'argent. Elles achètent l'argent plus cher, elles revendent plus cher. Et leur marge n'augmente pas forcément d'autant. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà. Par contre, là où c'est vrai, où les médias, en fait, c'est vrai, et ça se retrouve sur les cours des actions des bancaires, par exemple, quand les taux montent, on voit souvent que le cours des actions bancaires grimpe. Mais ce n'est pas sur les crédits immobiliers octroyés aux particuliers, c'est sur le financement des entreprises où les modèles sont sensiblement différents. Et puis les mises en dépôt d'argent des entreprises, etc., avec rémunération des dépôts des soldes courants d'entreprise avec des volumes très importants. Donc là, ça joue sur les financements d'entreprises et les prêts d'entreprise, mais pas sur le crédit immobilier. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, donc je pars un peu dans tous les sens, hein. Ça, c'est ma patte, c'est le fil rouge. Voilà. Et donc je ferai une vidéo pour les primo-accédants, puisque là aussi il faut
faut arrêter de vouloir emprunter à tout prix, de se coller un crédit sur 25 ans en disant il faut que j'ai ma résidence principale, etc. Supprimons les loyers le plus vite possible. C'est un calcul à faire et à l'allemande, c'est-à-dire en Allemagne, beaucoup, pendant de longues années, ont justement été locataires pour acheter en cash. Et on verra que maintenant, ça redevient une option en France avec la remontée de taux d'intérêt. On a des placements épargne qui permettent d'épargner à des taux garantis suffisamment importants pour constituer un capital et commencer par acheter un bien cash. Donc ce ne sera pas la résidence principale des 200 mètres carrés rêvés, on va acheter petit, mais on peut acheter cash et pas se coller à un crédit immobilier sur 25 ans, parce que je vais vous mettre aussi, généralement les gens ne calculent pas, mais le coût d'un crédit immobilier sur 25 ans, quand on emprunte 250 000 euros à 3,50, ça fait mal. Hein. Ça fait rembourser plus de 50% du capital. Donc, c'est pas vraiment un bon plan financier. Hein. Voilà, bon bref. Allez, sur ce, trêve de paroles qui font du mal. Allez, à bientôt. Ciao.